On est super content de pouvoir discuter avec un artiste de la première édition pour cette cinquième édition, du coup, qui est un anniversaire qui est dans un contexte un peu différent, pour ceux qui n'ont pas suivi les éditions précédentes, bien sûr. Est-ce que tu peux te présenter, toi et le groupe des Wailing Trees? Alors moi je m'appelle Riwan, je suis le chanteur d'un groupe de reggae fusion qui s'appelle Wailing Trees. C'est un groupe qui est né en 2012, donc voilà, ça commence à faire quelques années maintenant qu'on est sur la route. Et on vient de la région lyonnaise. En gros, on a fait toute cette route-là pour venir au Wave of Sound en 2017 et on n'a pas regretté parce que c'était une excellente soirée. Voilà. Donc vous êtes 7 sur scène Mhm. et bien plus à la tournée d'après ce qu'on a pu voir. Et bien que vous soyez un peu tous différents, qu'est-ce qui vous a rassemblé et fait monter sur scène finalement? Euh, Au moment où on a monté le groupe, c'était des gens qui se connaissaient plus ou moins, qui s'étaient croisés dans des jams sur Lyon, sur Vienne, la ville dont on est originaire, qui avaient tous envie d'être musiciens professionnels un jour, qui avaient tous envie de toucher au reggae. À la base, c'est un mélange, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, parce que certains musiciens ont changé, mais à la base, c'est un mélange entre des reggaeman et des non-reggaeman, plus particulièrement des jazzman surtout. Et, euh, et ce qui nous a donné envie de monter ce truc-là, c'était justement de faire le maximum de concerts et d'essayer d'en faire notre métier, le centre de nos vies, quoi. Voilà. Comme quand avec le recul, je réalise que c'est un petit peu comme quelqu'un qui a envie de monter une entreprise, en fait. Vous voyez ce truc où on a envie de monter une équipe avec des gens qu'on aime pour porter une idée qui est importante pour nous. Et je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais voilà. Sauf que là, l'idée qu'on a envie de porter, c'était de la musique. Mais ça aurait pu. Alors, c'est pas interchangeable non plus, mais c'est le même genre de parcours si on avait fait, je sais pas, une start-up ou un truc, mais sauf qu'il s'avère qu'on était tous zikos et qu'on avait envie de monter un truc pro, quoi. Donc, on est parti en mode, on va partir comme si on était déjà professionnel, avec un gros rythme de répète, un gros rythme de travail, une grosse rigueur, ce qui nous a amené à devenir professionnel finalement. On parle toujours en interview des artistes, un peu là pour le coup d'une sorte de famille, on pourrait la qualifier de famille, je pense. Mais on parle moins des personnes dans l'ombre de la tournée, des techniciens, des personnes qui font, des régisseurs et tout. Qu'est-ce qu'ils apportent en tournée? Alors, il faut déjà vous dire que entre les musiciens et le public, il y a besoin d'une interface qui est le son. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va traiter ce qu'on va donner sur plateau pour que ça sonne correctement dans vos oreilles et dans les oreilles du public. Et donc, c'est notre ingé son qui s'occupe de ça. On pourrait très bien ne pas en avoir et continuer et tourner avec les ingé sons les ingé sons, pardon, des salles de concert. Mais quand on a une volonté artistique et en termes d'esthétique sonore, c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît le projet et qui est capable de le faire sonner dans différents endroits. Donc déjà, voilà ce que ça apporte d'un point de vue technique en termes de son, c'est vraiment de pouvoir proposer le son qui est le nôtre et pas un son qui change à chaque fois en fonction des salles. C'est-à-dire que les salles étant différentes, on a besoin de quelqu'un qui travaille suffisamment bien pour pouvoir retranscrire ce qu'on a envie de vous donner avec les différentes conditions que sont les salles de concert, les festivals en plein air, on ne fait pas le son de la même manière, etc. On a aussi un ingé lumière sur la tournée parce qu'on ne travaille pas uniquement de la musique, on travaille un spectacle tout entier. En tout cas, c'est notre volonté à nous, Wailing Trees, de proposer quelque chose qui va au-delà de la simple performance musicale. On a envie de sauter dans tous les sens, même il y a des choses chorégraphiées parfois. Alors sur cette tournée un peu moins parce qu'on avait envie de revenir à quelque chose d'essentiellement musical, mais on a eu des trucs, des pas de danse sur scène, des choses très... et il fallait du coup habiller un petit peu notre musique de cette manière, avec notre ingé lumière qui, on aime bien penser, voilà, à ce moment-là du morceau, ça serait super bien qu'il y ait de la lumière qu'à cet endroit-là, ou qu'on soit dans le noir total, ou que ça parte dans tous les sens, on aimerait telle couleur, telle chose, pour pouvoir en fait, pour pouvoir habiller notre propos. Après, dans les gens de l'ombre, donc il y a les techniciens. Alors eux, ils font de la régie de tournée. Ces deux personnes-là, donc un son et un lumière, eux sont là pour que l'accueil se fasse le mieux possible et que le contact avec les gens, les professionnels de la salle se passe le mieux possible. Mais dans les autres personnes de l'ombre, on a notre tourneur, Jaspire. Alors notre tourneur, c'est une équipe de personnes qui sont chargées de trouver les dates de concert, qui travaillent même en ce moment
parce qu'il ne faut pas s'arrêter, quoi. Et on a un label qui, lui, nous fait confiance pour faire de la musique, donc qui trouve des fonds pour qu'on puisse produire de la musique. Voilà, donc qui produit financièrement ce que nous, on produit musicalement. Voilà. Alors, question un peu plus philosophique, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que représente la musique pour toi et pour le groupe finalement aussi? J'adore ce genre de questions, c'est très compliqué parce que c'est très compliqué de ne pas tomber dans les clichés. Je pourrais te dire que la musique, c'est un moyen d'expression universel. Je pourrais te dire que la musique, c'est mon moyen à moi de faire ma propre catharsis et d'exprimer des choses qui sont au fond de moi. Je pense que pour répondre à cette question, je ne vais pas aller dans le philosophique, je vais plus aller dans le sociétal. Parce que c'est particulièrement dans le contexte actuel, je trouve que répondre à cette question, c'est presque politique d'une certaine manière, parce qu'à l'heure où on se demande et on se pose la question de l'essentiel de la musique, de la culture et plus largement du divertissement dans nos vies, parce qu'on doit faire des choix, parce qu'on est dans un contexte sanitaire extrêmement complexe et inédit surtout. J'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que la musique pour moi? La musique, c'est déjà un excellent catalyseur émotionnel pour beaucoup de gens. Au-delà que ce soit un langage, c'est vraiment le truc où on le voit en festival où les gens ont des années difficiles, ont des semaines difficiles, et ils viennent se défouler, ils viennent exprimer quelque chose. Et donc, c'est vraiment un catalyseur, quelque chose qui permet aux gens de transcender un peu ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent. Et nous aussi, en tant que musiciens, en fait, c'est un catalyseur pour nous. Et c'est une super valeur étalon du développement du monde de la musique, je pense, et la culture et l'art en général. C'est-à-dire que le monde va bien quand sa culture n'est pas étouffée. Et je dis ça comme un fait, il faudrait quand même que j'étaye mes propos, mais c'est vrai qu'on réalise qu'en temps de crise, les domaines qui seront les premiers touchés, c'est les domaines qui sont un petit peu la valeur ajoutée. C'est-à-dire que pouvoir aller en festival, pouvoir voir des concerts, pouvoir voir des pièces de théâtre, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler le supplément d'âme de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'on peut aller travailler tous les jours, on peut se confiner à 18h le soir, on peut faire tout ce que vous voulez, mais en vérité, on fait un petit peu tout ça pour pouvoir passer ce moment-là, ce supplément d'âme. Donc, la musique, ouais, pour moi, c'est un peu la valeur étalon de où on se situe, notamment par rapport à son accès, quoi. Donc moi, je vais pas me plaindre, je suis musicien professionnel, j'adore faire ce que je fais et en ce moment, ma vie me permet de faire de la musique parce que j'en compose, parce qu'il y a des dates de concerts qui arrivent, il y a des choses, c'est incroyable, je fais partie vraiment des privilégiés. Mais je réalise que plus que jamais, mon art me permet d'être qui je suis. Donc voilà. C'est un peu un gloubi-boulga de choses, mais c'est un peu ma pensée aussi. C'est beau, c'est beau. C'est philosophique, hein. Du coup, donc ta musique, quel est l'univers autour de cette musique-là et qu'est-ce que ça t'inspire finalement? Alors, on est un groupe de reggae, mais on fait notre reggae, on n'essaie pas de faire une imitation de ce qui existait avant. Et c'est ce qui fait qu'on tire notre épingle du jeu, je pense. Parce qu'on est vraiment dans la mixité stylistique, le métissage d'influences. Et ce qu'il y a autour de cet univers, c'est vraiment une volonté qu'on trouve peu dans les musiques engagées, parce qu'on fait mine de rien une musique qui se veut avoir une portée politique au sens propre du terme, l'organisation de la cité, quoi. C'est une vraie part d'optimisme qu'on a envie d'insuffler. C'est-à-dire que quand on pense hip-hop, quand on pense rock'n'roll, quand on pense reggae, et qu'on pense du côté engagé, il y a quelque chose qui est souvent de l'ordre du constat d'urgence. Si on prend n'importe quel morceau de Bob Marley, quand c'est engagé, un morceau engagé, ça sera forcément dans le constat d'urgence. Et il y a très peu de place à l'optimisme parce qu'on est face à de telles situations sociales complexes dans le monde. Et quand je dis complexe, c'est complexe à comprendre, mais surtout à appréhender dans le sens où c'est la merde, en fait. Et on va pas s'en cacher. C'est vraiment la merde. Nous, on est un peu
on est un peu à dire, certes, c'est la merde, mais si on continue à ne penser que rien de positif est possible, ça ne servira plus à rien d'agir. Donc, le leitmotiv de Wailing Trees depuis le début et dans notre univers étendu, c'est de dire qu'un monde meilleur est possible. Alors, c'est un poncif, c'est vrai que ça fait un petit peu, ouais, les mecs, ils sont... tout est beau, tout est rose. Alors non, justement, l'idée, c'est de se dire qu'on sait que ça va mal, mais on a décidé de ne pas se laisser abattre, quoi. Et c'est quelque chose qu'on nous rappelle souvent au sortir de cet ancien temps qui était les concerts, quand on descend de scène et qu'on discute avec les gens, et qui nous rappellent, qui nous disent très très souvent, mais c'est trop bien parce qu'on sort d'ici, on sort du concert, on a l'impression qu'on peut y arriver, on a l'impression que c'est cool, qu'un espoir est là, quoi. Parce que les gens, c'est très paradoxal, ils n'ont jamais été aussi engagés, on le voit en tournée, on l'a vu en tournée sur les dernières années, ils n'ont jamais autant été engagés, autant voulu une vraie appétence pour tout ce qui était de l'ordre du changement, et en même temps aussi pessimiste. C'est-à-dire que les gens, leur pessimisme, ça leur a fait agir, quoi. Du coup, une petite couche d'optimisme par-dessus, ça peut créer des très belles émulsions, je pense. Voilà. C'est ça notre univers, c'est l'optimisme. Moi, il y a un truc qui me vient de ça, en parlant des échanges et tout que tu as après, c'est que ça marche et que vous faites bien. Et comment on fait pour prendre un recul par rapport à la situation, d'être engagé en donnant de l'optimisme justement aux gens? Alors déjà, c'est parce qu'on est des privilégiés. Encore une fois, on a eu accès à une éducation déjà en France qui est quand même loin d'être une des dernières, quoi. On a eu accès à des moyens qui nous ont permis à un moment donné de se dire quelque chose que tout le monde ne peut pas se dire, à savoir, mais si je devenais musicien professionnel, et si je me lançais là-dedans, et si en fait c'est possible, quoi. Donc étant donné qu'on est privilégié, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour nous, même si on vit des choses difficiles comme tout le monde, de se dire, ouais, mais en fait, on est toujours plus facilement optimiste quand ça va bien pour nous, quoi. Optimiste quand ça va bien pour nous. Donc, ce recul-là, c'est à la base de Wailing Trees. Je pense qu'il y a 10 ans, quand le groupe s'est monté, enfin 9 ans, quand le groupe s'est monté, il y avait une vraie candeur, une naïveté. Et avec le recul, on s'est dit, on a une chance folle de faire ce qu'on fait. Je ne suis pas un jeune de Kingston, je ne suis pas un jeune des favelas. Bon, j'ai grandi en banlieue, j'ai grandi en ZEP, mais je m'en suis super bien sorti. Je suis fier d'avoir grandi là où j'ai grandi, mais là maintenant, je suis un bobo de centre-ville qui mange du quinoa, quoi. Et du coup, je vais pas jouer la carte du regardez ma vie comme elle est dure, enfin. Je parle de ma réalité. Ma réalité, c'est une réalité qui est plus douce. Donc, sans se dire qu'on se fait les porte-voix ou les porte-paroles, parce que je parle pour personne, et avec les Wailing, on a dit qu'on ne parlerait jamais pour personne. On parle de ce qui nous touche, surtout. Donc, on va prendre le parti, parce que aussi, ça apporte du sang-froid d'être privilégié. Quand on se rend compte qu'on est privilégié, évidemment, qu'on a des privilèges. Mais c'est prendre le parti de se dire, voilà... ouais, il y a un vrai problème, je sais pas, on pense à la crise des Gilets jaunes et à beaucoup de choses qui ont été liberticides pendant cette époque-là, à ce moment-là, quand on voyait les flics tabasser sur des vieux, entre autres. Et nous, notre point de vue, c'était de dire que c'est pas normal qu'on en arrive là, mais qu'en même temps, c'est pas normal que des prolétaires tapent sur des prolétaires. Il y a un vrai problème, quoi. C'est-à-dire qu'un flic, quand il a plus son habit de flic, c'est un humain. Et ça, tu peux te le dire que quand tu prends pas des coups de parpaing dans la gueule, en fait, tu vois. Tu peux pas te le dire quand tu prends, quand tu prends des coups de taser, flashball, etc. Tu as juste l'impression que c'est un monstre en face. Donc, en fait, le recul dont tu parles, c'est surtout parce qu'on n'est pas on n'est pas encore des choses. On a choisi d'avoir notre engagement. Alors, certains pourront dire que c'est couard, que c'est lâche, mais notre engagement, nous, il est sur scène, il est dans notre musique, dans notre manière de faire, quoi. C'est-à-dire que on croit au colibri d'une certaine manière. Le colibri, pour ceux qui ne savent pas, c'est chacun doit faire sa part, et on croit aussi à une responsabilité générale. Donc voilà. Donc ce recul-là, on l'a parce qu'on vit des réalités qui nous permettent de réfléchir à ces questions-là, quoi. Je pense que quand tu es en banlieue, que tu es
que tu t'es fait, ça m'est arrivé, mais que tu t'es fait contrôler plusieurs fois par jour, par semaine, que ton quotidien c'est la précarité et qu'en fait on te fait comprendre ou on te fait croire que tu ne pourras jamais t'en sortir. Parce que moi j'ai eu des discours dans lesquels on m'a dit que tu ne pourras jamais sortir de cette précarité parce que tu viens de là d'où tu viens et que tu as les origines que tu as. Et ben, au moment où tu peux t'en extirper et que tu en sors, déjà tu peux avoir du recul. Et là, pardon, je digresse, mais là où je voulais en venir, c'est que quand tu es dans ce quotidien-là où on te rabâche constamment que tu ne pourras pas t'en sortir, c'est normal d'être dans le constat d'urgence et d'être dans la colère, quoi. Donc je pense qu'on a on a une situation facile. Je veux dire, je veux pas me mettre dans le truc on est des sages ou des visionnaires et en mode on prend du recul sur le monde parce qu'on est au-dessus du sommet de notre montagne avec nos dreadlocks, quoi, qui sont bien loin d'ailleurs les dreadlocks, mais non, c'est juste qu'on pousse un peu plus loin la réflexion sur ce qui ne nous touche pas en direct, mais qui nous semble être important parce qu'à penser que l'humanité n'est pas un grand tout, on risque de se tromper durement, je pense. Voilà. Selon toi, de quel groupe se rapproche le plus de Wailing Trees, que ce soit musicalement ou autre d'ailleurs? Alors, une des plus grosses inspirations de Wailing Trees, c'est Steel Pulse, groupe de reggae anglais. Parce qu'il y a un énorme jeu sur les chœurs et sur les cuivres, comme il y a dans Wailing Trees, du coup. Évidemment, les Wailers, Bob Marley and the Wailers, c'est dans le nom, hein, Wailing Trees, c'est en référence à deux projets, donc Bob Marley and the Wailers. D'ailleurs, le dernier Wailer est décédé il y a quelques semaines. Voilà, ça nous a fait quelque chose parce que forcément, la racine du groupe, c'était aussi ce groupe-là, ce reggae-là, qui était très soul en fait, très world. Si vous écoutez Bob Marley avec la volonté d'entendre autre chose que du reggae, vous allez en entendre, quoi. Parce que Bob et les Wailers faisaient vraiment quelque chose qui était beaucoup plus de l'ordre de la soul. Et Groundation, un groupe de reggae californien, qui est vraiment... on est un peu les enfants spirituels de ce groupe parce que c'est un groupe de fusion jazz reggae et ça nous a parlé. Et c'est grâce à ce genre de projet que des jazzeux ont commencé à s'intéresser au reggae. Après, quand on écoute Wailing Trees maintenant, il y a autant de Erykah Badu et de Robert Glasper que de Groundation, de Bob Marley, que de... Ouais, en fait, avec le temps, on a réalisé qu'on avait juste envie de faire de la musique et qu'on s'embêterait pas de mettre des esthétiques. De mettre D'ailleurs, à chaque fois, on nous demande vous faites quoi comme musique, on dit du reggae parce que c'est la base du truc, mais plus le temps avance et plus on est dans la fusion, quoi. Moi, à titre très personnel, j'écoute encore beaucoup de reggae, mais la majorité de ce que j'écoute, c'est du lo-fi hip-hop, ouais, à la Robert Glasper, José James, truc que tu verras plus à Jazzavienne que Reggae Ska, quoi. Mais ouais, on est... voilà. Ça, mais c'était... En fait, quand on parle d'influence, c'est difficile pour moi de me faire le porte-parole du groupe parce que chaque musicien va te dire des choses différentes. Même si on écoute les mêmes choses, tout le monde, on a tous des... Voilà. Mais ça se ressent surtout dans le dernier album, je trouve. Ouais, bah, c'est vraiment... Bah, dans le dernier album, on s'est dit, allons-y, quoi. On s'en fout, en fait. On n'a plus rien à perdre. De toute manière, on va le sortir le 12 mars et on sera confiné le 16. Donc, on avait pensé à tout, en fait. Donc justement, en parlant du dernier album sorti en mars 2020, qui s'appelle Insert Sun, traduisible par Insérer le soleil. Donc quelle est l'explication derrière ce titre? En fait, tout vient d'un visuel dans ma tête, qui est d'ailleurs devenu le visuel qu'on a, qui a été fait par un grand monsieur qui s'appelle Olivier Bonhomme. Vous voyez les salles d'arcade, les bornes d'arcade, il y a tout le temps écrit Insert Coin, genre pour pouvoir rejouer une partie. Et voilà, c'est un peu l'idée. Pour rejouer une partie, si l'humanité devait rejouer une partie, il faudrait mettre plus de soleil, mais pas au sens simplement photovoltaïque du terme, quoi. C'est pas que l'énergie solaire, le truc, même si ça pourrait faire du bien. C'est plutôt insuffler du positif, de la chaleur dans notre monde, quoi. Parce que face au constat d'urgence, face au zapping, tu regardes le zapping, tu comprends tout de suite que ça ne va pas bien. Et donc, c'était un peu ça l'idée. C'était, au lieu d'insert coin, arrêter de mettre un peu de l'argent dans les trucs, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est plutôt insert sun, quoi. Voilà.
Réponse courte. Très clair. Très bien. Très C'est bien. efficace. Du coup, moi, je vais passer plus précisément. Il y a un son que j'ai bien aimé. C'est Né ici. Et je Ok. voulais savoir comment il avait vu le jour, dans quelles conditions, ou qu'est-ce que tu peux nous en dire? Vous voyez un monsieur qui s'appelle Éric Zemmour? Oui. Un peu. On arrive à parler de lui ici, quoi. Mais il a regardé il parlait avec une jeune femme qui s'appelle Absatoussi pour lui dire que ce serait mieux, pardon, si elle s'appelait Corinne, je crois. C'est ça le prénom qu'il lui avait dit chez Ardisson, il lui avait dit ça. Et j'ai vu ça et j'ai absolument halluciné. Genre, j'ai absolument halluciné. Et je me suis dit, mais comment on peut dire ça à quelqu'un? Enfin, c'est complètement dingue. Et j'ai réfléchi beaucoup à cette question parce que ça m'a fortement choqué parce que, à titre très personnel, donc je suis berbère d'Algérie, je suis kabyle. C'est mes grands-parents qui sont venus en France, mais mes parents sont nés en Algérie, mais ils sont arrivés, ils avaient 6 ans, donc ils sont français depuis toujours, quoi. Et, et j'ai été éduqué à la française, c'est-à-dire que mes parents ils voulaient que je parle l'anglais. Ils m'ont pas appris le berbère, donc je parle l'allemand, l'anglais et le français. Ils m'ont donné un prénom français qui sonne berbère, mais Riwan, en fait, c'est un prénom breton. Et ils m'ont pas inculqué, alors avec le temps si, mais ils m'ont pas appris les traditions berbères sans que je demande, parce qu'ils voulaient vraiment que je m'intègre. Et du coup, je suis un peu déraciné, et, et j'ai un peu fait, en fait, mes parents ont fait un peu tout ce que Éric Zemmour aurait aimé que Absatoussi fasse, quoi. C'est-à-dire l'intégration, le truc. Et avec ça, je me suis dit, en fait, je suis un peu paumé dans ma vie. Et il y a des gens qui essaient de me dire qui je suis et comment je devrais réagir au monde et comment je devrais être français. Et que je devrais choisir entre là d'où je viens et là où je vais. Et en fait, cette, euh, ayant cette scission entre là d'où je viens et là où je suis, parce que mon histoire a commencé avant ma naissance, évidemment, comme nous tous et toutes, du coup, j'ai commencé tout bêtement en me disant si ce matin je cours après mon histoire, c'est qu'à l'aube de ce jour, elle est comme un phare qui éclaire ma vie pour mieux m'y voir. C'est même pas pour mieux voir la direction où je vais, c'est pour mieux m'y voir, pour mieux voir qui je suis, pourquoi je réagis de certaines manières, pourquoi ça me touche quand ce mec-là parle à Absatou pour lui dire tu aurais dû t'appeler Corinne, pourquoi moi ça me touche aussi quand des Maghrébins, donc des Français d'origine maghrébine, pardon, du lapsus, des Français d'origine maghrébine, mais qui eux ont été éduqués dans la tradition de leur pays du Maghreb, me font sentir trop français alors que je devrais être peut-être d'une autre religion je ne suis pas musulman, donc peut-être j'aurais dû être musulman, peut-être que j'aurais dû pas m'appeler Riwan, mais m'appeler différemment, peut-être que j'aurais dû adopter un style de vie plus comme... Et donc du coup, je suis un peu entouré d'un côté, t'es pas assez français, de l'autre côté, t'es trop français, tu sais pas qui t'es, moi-même je sais pas trop d'où je viens, du coup j'ai eu besoin d'en parler parce qu'en fait finalement je me posais la question de la réappropriation culturelle parce que quand j'utilise un mot berbère pour parler d'un truc, j'ai l'impression d'en faire alors que je suis légitime puisque je viens de là-bas. Donc voilà, c'est tout un tas de questions en fait. D'ailleurs, c'est le morceau peut-être le plus personnel que j'ai écrit de toute l'histoire de Wailing Trees parce que c'est vraiment moi qui parle, quoi. Et j'en ai marre. J'en ai marre que d'un côté, d'un côté, on me dise t'es pas assez. Enfin, t'es trop intégré. Et de l'autre côté, on me dise tu pourrais en faire encore plus pour t'intégrer. Et surtout qu'on m'utilise et qu'on utilise ceux qui me ressemblent pour susciter de la peur face à l'électorat tous les quinquennats, quoi. C'est-à-dire que tous les quinquennats, vous allez entendre parler du voile, vous allez entendre parler de... Et je trouve ça pas normal. Voilà, et c'est aussi un morceau pour rappeler à ceux qui sont issus de l'immigration, qui sont pas tout seuls à se poser des questions, quoi. Encore une fois, c'est un grand mélange de choses, mais c'est parce que j'essaye d'être concis. J'ai beaucoup de choses à dire, notamment sur ce morceau-là. Bah, du coup, dans la même lignée, je vais te demander ce qu'il en est de l'album, s'il y a quelque chose que les gens doivent retenir selon toi, selon vous, le groupe,
qu'est-ce que ce serait? Alors, c'est de l'optimisme. Encore une fois, sur Insert Sun, c'est vraiment, s'il vous plaît, écoutez cette musique. On m'a fait, il y a pas longtemps, on m'a fait un retour sur l'album. Quelqu'un voilà, quelqu'un que je connais pas forcément trop, mais que j'ai un ami Facebook. Vous savez, on a plein d'amis qu'on connaît pas trop, surtout bref, voilà. Et qui me disait que c'était un album qui lui avait fait du bien. Parce que ça allait pas fort et que dans le morceau, il avait senti qu'il y avait une volonté un sous-texte qui dira ça ira mieux si on y croit, quoi. Et voilà, c'est ça le truc. C'est si vous avez besoin d'un disque qui vous accompagne quand ça va pas pour aller mieux et quand ça va pour exacerber ce bien-être, écoutez-le, quoi. Enfin, c'est même au-delà. Je veux dire, on pourrait. Ça fait très posture homme sandwich, acheter mon produit que j'ai fait. Mais en fait, au-delà de ça, c'est pour ça que d'ailleurs, je ne sais plus lequel d'entre vous disait tout à l'heure que dans cet album, ça se sentait particulièrement qu'on avait mélangé. Mais c'est parce qu'on a fait ce disque en se disant que ça marche ou que ça ne marche pas, l'important, c'est que ça nous fasse plaisir de le faire. Parce que si ça ne marche pas, on aura eu un disque qui nous rend heureux. Et si ça marche, ben, on aura tout gagné. Voilà, donc c'est ça. Quand vous écoutez Insert Sun, dites-vous qu'il est fait par des gens qui ont eu envie de dire quelque chose de positif et qui s'adresse à toutes et tous ceux qui ont envie de porter une oreille attentive à ce qui peut aller bien dans le monde. Est-ce que tu as un album dans les 3 qui te tient plus à cœur et pourquoi? Alors, il y aura jamais un artiste en promo qui te dira qu'il préfère un album d'avant le dernier. Déjà, tu le sauras. Voilà. Si là, je te dis, ouais, je préfère le premier, le dernier, il est pourri, ça marche pas. Mais pour de vrai, pour répondre sincèrement, ouais, le dernier, c'est mon préféré. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, le dernier... Les 2 premiers albums, ils ont été composés différemment parce qu'ils ont été composés avec l'ancien guitariste de Wailing Trees qui s'appelle Jawed, qui maintenant est dans Generation, un groupe de reggae que vous devez connaître, ouais. Et qui est connu du grand public du moins. Et donc voilà, il est parti pour Generation. Et donc, je me suis retrouvé à devoir écrire un album presque en entier tout seul. On a tout arrangé ensemble, la compo, c'est vraiment un travail de groupe, mais sur les 11 titres d'Insert Sun, j'en ai écrit 10 guitare-voix tout seul, quoi. Donc, c'est l'album qui me ressemble le plus. Donc ouais, c'est forcément mon chouchou. Et puis, vraiment, notre plus grande force à Wailing Trees, c'est le live. C'est le concert, quoi. C'est-à-dire que là où on fait mouche, c'est plus en live qu'en écoute. Et cet album-là, il y a une énergie vraiment, 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 vraiment particulière, quoi. On a vu des gens pleurer. On a fait que 3 dates sur la tournée Insert Sun. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de dates que prévu, mais on a fait que 3 dates pour défendre cet album-là. Et à chaque fois, on est frustré parce qu'on se dit, ouais, ça aurait pu être notre année, parce que les réactions qu'on a eues sur ces 3 dates-là, c'était vraiment incroyable. Et je dis pas ça en mode, ouais, on est trop fort et tout. Non, c'est vraiment, j'essaye en toute humilité de vous dire que ces morceaux-là, ils ont une portée plus intime que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et j'aime bien parler au cœur des gens plus qu'à leur corps. Parce que faire sauter dans tous les sens et tout le monde la main en l'air et tout le monde qui crie et tout, c'est génial, on l'a fait, on adore, on le fait encore. Mais vraiment, avoir des moments comme Neissi, par exemple, le morceau Neissi en live, il prend une portée. Les gens adhèrent vraiment à ce genre de discours. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Oh là, ça m'agace parce que je parle de choses qui me manquent là, du coup. mais ouais, voilà. Donc Insert Sun, c'est vraiment le disque que je préfère. Et honnêtement, truc très perso, mais je flippe presque du prochain. On est en train d'écrire le prochain, du coup, on a que ça à faire. Mais je flippe presque parce que ça va être difficile de faire un truc dont je suis aussi, voire plus content, quoi. Voilà. Bah, du coup, tu l'as dit, mais dans les chansons, c'est en général de la joie, du bonheur, et surtout, si en live, vous le ressentez d'autant plus. Est-ce que c'est ça que vous cherchez vraiment en live et dans la musique? C'est vraiment procurer du bonheur, quoi, aux gens. Je crois que, si je dois être complètement sincère, ce qu'on cherche le plus
c'est de kiffer. Voilà, on cherche à kiffer, nous, on cherche à passer un moment de musique. Il y a beaucoup de moments improvisés, de choses, parce que forcément, avec des gars qui viennent du jazz, tu es obligé de créer un truc très vivant, surtout que nous, la routine de la tournée, ça ne nous intéresse pas. On a vraiment envie de créer des moments différents en fonction des soirs et tout ça. Mais c'est un bonus si ça vous fait kiffer. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne se passerait pas de votre kiff aussi, on ne se passerait pas du kiff du public. Mais pour résumer un peu l'idée, c'est on fait ça pour nous, grâce à vous. Tu vois ? C'est vraiment l'idée, c'est parce que si on faisait ça pour juste, enfin si le truc central c'était ouais, on cherche à faire kiffer les gens et vraiment ce qui nous fait le plus kiffer, c'est les gens qui adorent et tout. C'est un peu se cacher sur la quantité d'ego que tu as en toi, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, oui, pour baragouiner des conneries sur scène et prendre un micro, il faut avoir un ego énorme, tu vois. Et même si on est super humble et tout, il faut se lever, aller sur scène et dire à des gens « Est-ce que vous êtes là ? Faites du bruit !» tu vois. Et quel être humain normalement constitué dans sa tête ferait ça, quoi ? Genre, se lever un matin et dire « Hey, et si on remplissait des salles ?» Enfin, je veux dire, tu vois, c'est un peu un truc dingue. Et il faut être un peu barré. Et surtout, il faut bien compartimenter entre, ouais, les gens, ils viennent pour prendre quelque chose, nous, on vient pour leur donner, on reçoit énormément en retour de ce qu'on donne, mais si on fait ça pour les gens, le jour où ça marche pas, le jour où on fait un moins bon concert, où ça crie pas autant et tout, mais avec nos petits cœurs fragiles de musiciens, mais on s'en sort pas, quoi. Donc, du coup, l'important, c'est vraiment d'essayer de faire la zik à la hauteur qu'on aime. Parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. Si on sort de scène en se disant « Ouais, on a fait un bon set ce soir, on a donné ce qu'on avait, et les gens n'ont pas répondu », et ben c'est juste que les gens n'ont pas eu envie. Les gens n'étaient pas avec nous. Alors que si tu descends de scène, ça m'est arrivé 1000 fois de descendre de scène pas content, à taper contre les murs de colère, de « Je suis nul, pourquoi j'ai fait un set tout pourri ?» alors que le public a adoré. Tu vois ? Donc en fait, ça a eu l'effet escompté, ça a fonctionné, mais moi, je ne suis pas content de ma perf. Donc, du coup, ouais, si je devais conclure là-dessus, c'est on fait ça pour nous, grâce à vous. Et je pense que le public le sent parce que les soirs où on kiffe, c'est les soirs où le public aime le plus. Et les soirs où on n'est pas trop là, et ça arrive, on est super needy, super en mode « Aimez-nous, tu vois, on a besoin de votre énergie ce soir », et ben les gens, ils sont dedans. On veut devoir kiffer d'abord. Et il y a vraiment ce truc-là. Et je pense que vous, quand vous avez des expériences de concert, vous voyez des festivals et autres, vous avez un sentiment particulier quand vous voyez les artistes en train de se faire plaisir, quoi. Et d'ailleurs, le nombre de concerts ou de gens qui m'ont dit, pas au sujet de Wailing Trees, mais au sujet d'autres groupes, il y a des projets, ouais, mais il n'a pas voulu donner ce soir, il n'était pas dedans, ouais, on dirait qu'il se faisait chier, tu vois, machin. C'est des critiques qu'on entend souvent d'artistes qui sont rincés et qui ont été là depuis des années. Alors que si tu arrives à garder ce truc d'être content d'être là et que tu le fais pour toi, les gens, ils veulent participer, ils veulent venir, quoi. Pour rester sur le côté live, est-ce que tu as un meilleur souvenir sur scène ? Et t'es pas obligé de citer le Wave of Sound. Déjà, il y a un moment qui était fou, c'est que juste au Wave of Sound, on a fait un featuring avec Kassem Wapalek. Et ça, c'était un peu pète sa mère, comme on dirait à Lyon, parce qu'il est lyonnais comme nous. Donc, là, je fais l'expression de chez nous. Non, mais il y en a trop, mais... Je ne vais pas vous donner forcément le meilleur souvenir, mais un souvenir qui est tout récent et qui est très fort pour moi. Parce que j'ai kiffé comme jamais j'ai kiffé. D'une manière très particulière, on fait notre release d'album, notre sortie d'album à Lyon, au Ninkasi à Gerland. Donc c'est une bonne salle lyonnaise pour faire une sortie. Et je descends de scène. Il va y avoir le rappel, parce qu'en France, on fait ce truc où on fait au revoir, et en fait, on sait très bien. Tout le monde le sait, le public, nous. Et donc, on fait au revoir. Et s'il te rappelle pas, t'as mal, hein, par contre. Mais... on descend, et là, il y a le chanteur de Broussailles, Eric, qui me dit, t'as vu, à partir de samedi soir, il n'y a plus de concert au-dessus de 500 personnes.
Et il parle d'un truc, le confinement. C'est la première fois de ma vie que j'entends le mot confinement. Donc, je suis entre ma sortie de scène et mon retour pendant que les gens sont en train de crier. Tu vois. Et là, j'apprends qu'en fait, les 3/4 de ma tournée vont être annulés. Je ne sais pas encore que ça va être 100% de la tournée. Là, c'est ah ouais. Donc là, tu es en train de me dire que potentiellement, les dernières minutes le dernier morceau que j'ai là, c'est peut-être avant avant très longtemps. Il me dit ouais. Les gens hurlent, on remonte sur scène, et là, tu kiffes ton morceau, mais je te le dis, tu prends chaque seconde, chaque miette, chaque sourire, chaque regard, Je vais même vous dire, il y avait une fille dans la salle qui est ma copine maintenant, qui ne l'était pas encore, et je me souviens de sa tête, tu vois. Je me souviens de ce truc de kiffe chaque moment, kiffe chaque petit bout de truc, kiffe tout, parce qu'en fait, ça peut s'arrêter comme ça. Et voilà, donc c'était le morceau Kaitaya, qui est le dernier morceau de l'album, où il y a une surprise à la fin, parce que c'est le seul featuring de l'album qui est avec Didier Super, qui n'est pas du tout un artiste reggae, tout le monde se demande ce qu'il fout là, et tout le monde nous dit qu'on a eu trop raison, du coup je suis content. Mais ouais, on part sur ce morceau super shiny, super soleil, qui parle d'une plage, tu vois, super truc, et on part, et en fait les gens dans la salle ne savent pas que c'est peut-être les dernières mesures de musique qu'ils vont entendre en live avant longtemps. Et d'ailleurs, la majorité des gens qui étaient dans la salle là, on a des commentaires YouTube, Facebook ou autres, qui nous disent c'était mon dernier concert avant les événements et j'ai plus vu de concert depuis. Donc du coup, c'est pas forcément le meilleur souvenir parce qu'il y avait une couche de fiel par-dessus tout l'enrobage de miel, d'amertume quoi, mais c'était un truc. Je pense que sans cette histoire de Covid, j'aurais jamais vécu un truc de fou comme ça, quoi. Justement, selon toi, quand les concerts reprendront dans une forme vivante, quand il y aura plus de virus finalement, ça donnera quoi, selon toi? Bah déjà, il y a des dates de concerts qui vont être faites là. On a de la chance, on va pouvoir tourner un petit peu cet été, donc ça va être des gens assis, moins de 5000 personnes. Ça, on le sait. On a eu une date l'été dernier, qui avait été autorisée, où il n'y avait aucune histoire de distanciation ni rien. C'était en extérieur. C'était dans le cadre d'une ferme marine, bref, on s'en fout, et il y avait 300 personnes. Et les gens étaient hystériques. Genre vraiment, hein, et nous, on était en feu, c'était dingue, et les gens étaient hystériques, genre « Ah, donnez-nous, ça nous a manqué ». C'était en juillet. Ça nous a manqué, on n'a pas eu ça depuis des mois et des mois, donnez-nous. J'imagine que je sais que c'était déjà fou après un confinement de 3 mois et un mois de juin sans concert. Alors après cette année-là, ça va être... Non mais ça... Je veux dire, voilà, on a tous souri, il y a une connivence, on le sait tous. Ça va être n'importe quoi en fait. Nous, les gens vont être hystériques, nous on va être hystériques, on va être trop contents de se retrouver. Je veux dire, ça revient à poser la question, ouais, imagine, t'as pas vu ta meuf, ton pélo depuis 6 mois, quand vous vous retrouvez, qu'est-ce qui se passe quoi. Tu sais bien. Donc voilà, ça va être dingue. Donc je disais, ouais, après 300 dates, 8 ans d'expérience, 9 pays parcourus aussi. Donc vous faites connaître un peu aussi à l'international maintenant. C'est quoi vos projets futurs? Projet futur, alors le 25 mars 2021, je peux te répondre que c'est croiser les doigts, serrer les fesses. Voilà, c'est ça le projet à venir. Aussi optimiste qu'on soit, c'est quand même compliqué de voir sur le long terme. Mais on est tellement optimiste qu'on est en train de travailler sur un nouvel album, qu'on est en train de préparer encore tout ce qu'il faut pour refaire des tournées et continuer à jouer de la musique. Qu'on est en projet pour faire une vidéo un peu, je ne peux pas vous en dire trop, mais vous avez l'exclusivité là-dessus. On est en train de préparer une vidéo qui a, je pense, pas été faite dans le milieu reggae encore. Un truc un peu ambitieux, et voilà. Parce qu'on a faim, et je ne suis pas en train de parler de questions pécuniaires, hein, où on a faim de musique, quoi, on a faim de tourner. Et donc voilà. Donc on prépare beaucoup de choses en sous-marin. Et voilà. Mais bon, dans le groupe en ce moment, il y a des gars qui ont des enfants. Genre, il y en a un qui est, je dirais pas qui parce que voilà, mais il y en a un qui a eu son fils hier.
Donc voilà, donc on est vraiment très optimiste, on est vraiment très tourné vers l'avenir et voilà quoi. Félicitations à on ne sait pas qui, du coup. Trop bien. Je dirais avec bonheur. Et du coup, petite rétrospective, pardon. Donc, depuis le début, donc ça fait du coup, on avait dit, temps d'expérience. Et donc, qu'est-ce que tu penses un peu de ce que vous avez accompli, de ce que vous êtes devenu globalement? Je pense que tout ça, c'est un coup de bol de fou. Je pense que c'est une bénédiction incroyable, qu'on soit croyant ou non. Je pense que ou tu peux appeler ça la chance si tu veux, mais je veux dire, je sortais mon premier album, j'avais 23 ans. Je rêvais d'avoir la vie que j'ai maintenant. Je fais de la musique tous les jours, tout le temps. Je fais que ce que j'aime. Je crois que là, on sort notre 3e disque. Aussi difficile que ce soit dans la période, je peux pas me plaindre en fait. Je veux dire, je suis pas un infirmier. Je suis pas, tu vois. Regardez, il y a des jeunes trop cool qui sont là pour des jeunes. Mon Dieu. Je me vieillis tout seul. Il y a des gens trop cool qui sont là pour me demander comment ça se passe pour moi et qui me demandent de parler de ce que j'aime le plus au monde, à savoir mon projet. Je suis heureux en fait. Voilà. Mon bilan, c'est que j'ai envie que ça continue beaucoup avec les gens parce que les Welling, c'est ma famille, c'est mon sang, je les aime et je veux juste que ça continue. Là, je suis en train de faire une réponse exprès pour que quelqu'un dise c'est beau à la fin. Magnifique. On peut même le dire tous à l'unisson, là. Non, mais pour de vrai, très sincèrement, ouais, je suis refait. Je veux dire, ouais, je suis content. Ça suffit. Ça suffit amplement. Quel est le concert de tes rêves et même au nom de Welling Trees, quel est le concert de vos Le rêves? concert de nos rêves, le concert de mes rêves. Je crois que j'aimerais bien jouer en tête d'affiche au Théâtre Antique de Vienne, sold out. Voilà, c'est ça le concert de mes rêves. Si je fais ça, je peux Mourir en paix. garde la pêche, j'ai envie de vivre longtemps, mais je peux passer à autre chose. Ouais, je crois que le Théâtre Antique de Vienne plein, en tête d'affiche, c'est le rêve absolu. Et pourquoi ce théâtre en particulier? Parce que le groupe est né à Vienne et que c'est là qu'il y a le jazz à Vienne et qu'on a vu Ok, oui, bah oui. Okay. des énormes groupes là-bas et des énormes projets musicaux, notamment au jazz à Vienne là-bas. D'accord, ok. Si on devait résumer les Welling Trees, c'est quoi? Welling Trees, c'est une bande d'adolescents avec des cartes bleues voilà, qui font le tour de la France et du monde, parce qu'on a tourné à l'international carrément, et qui ont envie d'agrandir la famille le plus possible, et qui peut-être sont un petit peu cons, mais qui croient encore à ce qu'ils racontent, quoi. C'est beau. Je dis c'est beau encore. Hein. Faut que j'arrête. S'il existait une île Welling Trees, à quoi elle ressemblerait? Alors, il y aurait du gingembre partout, déjà. Il y aurait de la montagne. En fait, elle serait très, très grande, l'île. Déjà, ça serait une très, très grande île. Il y aurait de la place pour tout le monde, évidemment. Il y aurait des montagnes enneigées. En fait, ça serait la Nouvelle-Zélande, je crois. Il y aurait genre des montagnes enneigées, des déserts, des volcans, l'océan partout, des rivières géniales, un savoir-faire gastronomique à la française partout aussi. Politiquement parlant, vous démerdez, c'est pas mon problème. Ouais, et il y aurait de la zik tout le temps, partout. Il y aurait des moyens d'expression tout le temps, partout. Et personne dirait je suis pas chaud. Genre, tout le monde serait chaud de faire tout le temps. Voilà. Sinon, t'es pas bienvenu, quoi. Faut être chaud. Non, tout le monde est bienvenu, ouais. L'île Welling Trees, c'est cool, ça. Ça me donne une idée, tiens. Merci. Ouais. C'est une super thématique. Si on devait être une île, comment on ferait? Donc ouais, merci beaucoup. Et avec du soleil, du coup. Il ferait froid aussi. Ça fait rire. Non, parce que c'est kiffant. Tu sais, quand il y a un sale temps moche et que les verres, le verre de la nature, il pète, tu vois, parce que tout est gris, tu vois. Non, il faut tout, trop bien.
Je parlais pas de ce soleil-là, je parlais du soleil. Ah, d'accord. Bon. Ah, d'accord, très bien. Oh, tu m'as eu à mon propre jeu. Et pour revenir du coup un peu au festival, au festival du Wave of Sound, est-ce que tu as un souvenir de ton passage là-bas et de votre passage? Plein. Déjà, Kassem qui monte avec nous sur scène, c'est un super souvenir. J'ai oublié le nom du gars, mais il y avait dans la salle à Saint-Nazaire, comment elle s'appelle la salle? Le VIP. Ouais. Le VIP, ouais, le VIP. Il y a, vous voyez comment c'est fait, j'imagine. Il y a un étage. Ouais. Et à cet étage-là, il y a une petite scène. Ouais. Et il y a un mec, j'ai oublié son nom, qui a fait un guitar wah, il m'a cassé la bouche. Il était trop fort. Et en plus, c'était pas du tout reggae, ni hip-hop, ni rien. C'était genre à la Al J, vous voyez pop un peu pop fragile comme j'adore. Et c'était trop bien, genre vraiment trop bien. Mais il y a trop de souvenirs à cette date. On a une vidéo de ce concert-là où le public est hystérique. Genre vraiment, ils hurlent. Et c'était bien, c'était trop bien pour l'ego. Et non, c'était. En plus, je crois que c'était un show où on testait des trucs. Et puis, Saint-Nazaire, c'est la Bretagne. Presque. il y a un breton là ça qui va dépend pas être pour les content. puristes ou pas. Ok. Non, parce que j'adore aller jouer par là-bas, en fait. Pour clore ça, est-ce que tu as un petit mot du coup pour l'anniversaire, les 5 ans du Wave of Sound? On revient quand vous voulez. C'est Avec noté. plaisir.